Extrêmement importante. Nous avons eu l'occasion d'avoir un long échange dimanche en fin de journée. Vous avez pu découvrir les différents aspects sur le plan économique, stratégique de notre pays durant plusieurs contacts, à la fois avec le Premier ministre, plusieurs ministres, les communautés d'affaires. Nous venons à l'instant de signer 2 accords cadres importants et le prince m'a transmis un message et une invitation de Sa Majesté le roi Salman pour un voyage en retour d'ici à la fin de l'année que j'ai accepté avec plaisir. Au cours de ces 3 jours, nous avons eu l'occasion de discuter de tous les sujets qui font notre relation bilatérale et qui font suite à l'échange que nous avions eu en fin d'année dernière lorsque j'avais passé quelques heures à Riyad pour un premier échange en revenant des Émirats arabes unis. Notre volonté est claire, elle est aujourd'hui de fonder un partenariat dans la durée entre nos 2 pays, de le faire autour d'un travail stratégique qui a été approfondi par nos ministres durant ces 3 journées, et de le penser à la fois en fidélité avec notre passé, parce que la France a une relation historique avec l'Arabie saoudite stratégique dès les débuts même de votre pays, de votre État, et en la réinventant aussi à l'aune des défis qui sont les nôtres. La dernière décennie, il faut bien le dire, a mis un peu entre parenthèses cette relation bilatérale, soit pour privilégier d'autres partenaires dans la région, soit pour tenter de la réinventer en faisant de l'Arabie saoudite exclusivement un client à gros contrats. C'est propre à la France, et donc en France, il y a 2 façons de faire avec un pays. Soit on signe des gros contrats, et on dit au président de la République « vous avez oublié vos principes pour signer des gros contrats », soit on ne signe pas des gros contrats, et on dit au président de la République « vous n'existez donc pas vis-à-vis de ce pays parce que vous n'avez pas signé de gros contrats ». Il y a une 3e voie, là aussi, qui est d'abord d'avoir une stratégie commune, de la partager, de partager des accords et des désaccords dans cette stratégie, et de faire que la relation qu'on construit soit conforme dans la durée avec celle-ci. C'est la méthode que nous avons décidé d'adopter. Elle repose sur les 4 piliers sur lesquels je veux revenir. D'abord, un pilier politique. Nous avons, je crois pouvoir le dire, une volonté commune de lutter activement contre toutes les formes de terrorisme. C'est d'ailleurs pour cela que l'Arabie saoudite a joué un rôle extrêmement important suite à nos échanges dans le cadre du small group que nous avons élaboré, et dans la construction, avec plusieurs partenaires de la région, d'un accord inclusif pour la Syrie, travail que nous allons poursuivre ensemble dans les prochaines semaines. C'est aussi pour cela que je vous remercie d'avoir voulu une représentation au plus haut niveau et une représentation active à la conférence qui se tiendra les 25 et 26 avril prochains à Paris en matière de lutte contre le financement du terrorisme, parce qu'il nous faut aujourd'hui construire les leviers internationaux, et c'est un sujet à la fois politique mais aussi très technique, qui suppose de mobiliser tous nos services en la matière et l'ensemble de nos compétences pour couper les différents financements dont les groupes terroristes aujourd'hui peuvent encore bénéficier ou dont ils bénéficieront compte tenu de leur réorganisation dans l'avenir. C'est cette même vision qui nous a donc conduit à vouloir aussi acter d'une volonté commune de stabiliser la région. Et la stabilité de la région passe par la stabilisation de plusieurs États clés. Et je veux à cet égard vous remercier de l'engagement très clair et très fort que vous avez pris en fin de semaine dernière lors de la conférence CEDRE, en vous engageant à verser 1 milliard d'euros dans le cadre justement de cette conférence pour le Liban et pour accompagner ces réformes économiques. Et à votre demande, nous aurons d'ailleurs tout à l'heure, pour le dîner qui est offert en votre honneur, la présence du Premier ministre Saad Hariri, marquant ainsi notre volonté conjointe de continuer à accompagner le Liban sur cette voie. Il nous faudra aussi, dans les prochains mois, pour poursuivre cet objectif de stabilité, œuvrer ensemble sur le sujet de l'Iran. Sur le sujet de l'Iran, nous avons une vue tactique différente sur l'accord dit JCPOA. Mais nous avons, je crois pouvoir le dire, une vision stratégique cohérente. Cette vision stratégique, c'est de réduire tous les projets d'islam politique expansionniste qui peuvent nourrir d'autres formes de terrorisme et déstabilisent la région.
Et donc à ce titre, la France continue de penser qu'il est important de préserver le cadre du JCPOA parce qu'il est le seul qui nous permet d'avoir une forme de contrôle et de visibilité sur l'activité nucléaire iranienne, mais comme je le promeut depuis septembre dernier, qu'il doit être complété par un travail accru en matière de limitation de l'activité balistique de l'Iran et d'expansionnisme régional de l'Iran. Je demeure persuadé que ces deux voies complémentaires s'imposent et même si sur le sujet du JCPOA, nous ne partageons pas la même vue, nous avons la même finalité et nous allons donc œuvrer ensemble dans les prochains mois avec plusieurs de nos partenaires pour que sur le balistique et l'encadrement de l'activité, justement, l'expansionnisme iranien dans la région, nous ayons des actions communes. Ces actions commencent d'ailleurs en Syrie comme en Irak, pour tout faire afin que le processus électoral irakien se passe dans de bonnes conditions et sans influence de puissances étrangères, en particulier l'Iran, et pour qu'en Syrie, nous ayons une solution inclusive qui ne passe ni par la partition de la Syrie, ni par l'exclusion, la domination d'une partie du peuple syrien. En matière de défense, nous avons là aussi acté de plusieurs convergences et de plusieurs sujets qui suscitent parfois des commentaires ou beaucoup de sensibilité. En matière de défense, notre volonté est de poursuivre, comme nous le faisons depuis le début, pour là aussi assurer notre sécurité réciproque et les éléments de stabilité qui vont entre deux partenaires. Sur le Yémen, depuis le début du conflit, la France a une position claire, qui d'ailleurs l'a conduite dès le début du conflit à échanger des informations et se tenir aux côtés de l'Arabie saoudite pour assurer sa sécurité face aux tirs balistiques dont elle faisait l'objet. Et je suis très clair sur ce sujet. Dans cette guerre-là, il est évident que nous ne tolérerons aucune activité balistique qui menace l'Arabie saoudite et l'intégrité de ses concitoyens. Et donc, nous continuerons à être très clairs en la matière. Néanmoins, nous sommes attachés au respect du droit international et en particulier du droit international humanitaire pour ce qui est de la situation au Yémen. Nous en avons déjà parlé en fin d'année dernière. La France a d'ailleurs soutenu les résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies en la matière. Et donc nous continuons à être extrêmement vigilants sur ce point et à souhaiter qu'il puisse y avoir un travail encore accru en matière humanitaire à l'égard des populations civiles au Yémen et que toute la clarté soit faite sur les inquiétudes qui proviennent en particulier des organisations non gouvernementales. Sur ce sujet, Prince Mohammed m'a rappelé tout ce qui était d'ores et déjà fait par l'Arabie saoudite et nous sommes convenus d'organiser d'ici à l'été une conférence humanitaire sur le Yémen commune qui se tiendra à Paris et qui permettra d'une part de faire la clarté sur tout ce qui est fait, de faire la clarté sur tout ce qui doit être fait et permettra de prendre de nouvelles initiatives en matière humanitaire pour les populations civiles. Et donc sur le Yémen, la position de la France est claire, plein soutien à la sécurité de l'Arabie saoudite, condamnation de l'activité balistique venant des Houthis, volonté de trouver une solution politique au conflit et grande exigence humanitaire à l'égard des populations civiles. Nous avons aussi acté d'une volonté commune de construire un cadre partenarial en matière de sécurité sur la mer Rouge et là aussi d'aider dans toute la région, aux côtés de nos alliés, à avoir une activité soutenue, un partenariat stratégique sur lequel nous allons continuer à travailler ensemble, mais qui est pour moi un des axes forts de la relation bilatérale. Troisième point que je souhaite souligner à ce titre, c'est aussi le partenariat que nous avons construit ces derniers mois suite à la visite que j'avais rendue au prince Mohammed à Riyad, au Sahel, puisque l'Arabie saoudite s'est non seulement engagée aux côtés de la France pour soutenir les pays membres du G5 Sahel et le financement de leurs forces armées communes, mais a aussi annoncé doubler cet effort pour soutenir les initiatives en termes de développement dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel, partageant en cela la vision stratégique qui est la nôtre, qu'il nous faut avoir un pilier militaire et un pilier développement pour aider nos partenaires au Sahel. Et je tiens à vous en remercier profondément. Ça manifeste la cohérence de la vision politique que j'évoquais à l'instant. Le troisième axe de la relation était économique. Il a conduit à plusieurs signatures et discussions cadres, mais il va continuer à se
décliner dans les prochains mois, jusqu'à la visite que je vous rendrai. Cette relation économique, elle passe d'une part par le développement d'entreprises françaises qui peuvent accompagner les projets et la vision 2030 du prince Mohammed, en termes de diversification énergétique, en termes de villes durables, en termes d'innovation d'intelligence artificielle, de grands réseaux. Nous avons des compétences, des savoir-faire qui justifient pleinement la part de nos entreprises. Et dans le cadre de ce partenariat économique, je le souhaite, permettra d'intensifier notre relation, le développement, la création d'emplois et justement de contrats conjoints. Il y a aussi la volonté de procéder à des investissements en France et des investissements stratégiques conjoints. Et en la matière, les secteurs des médias, de télécommunications, de l'innovation, des loisirs comme du luxe sont identifiés comme stratégiques et sont cohérents avec la volonté qui est la nôtre de porter justement un projet pour l'intelligence française et le savoir-faire français. Et nous avons aussi des projets dans l'agroalimentaire auxquels nous tenons beaucoup. Aussi avons-nous parlé de plusieurs sujets stratégiques comme de l'entreprise Doux, où un investisseur justement saoudien est déjà présent. Et je souhaite que nous puissions poursuivre justement ces échanges. La volonté qui est la nôtre, c'est que les stratégies économiques que nous portons de part et d'autre puissent trouver justement la capacité à planifier de manière conjointe des investissements croisés et des stratégies complémentaires. Enfin, en matière de culture, d'éducation et de recherche, un accord cadre a été signé pour développer des programmes conjoints, développer en matière d'enseignement supérieur, de développement de la langue française, de nouvelles initiatives sur lesquelles nous allons continuer à travailler d'ici à la fin de l'année. Et je pense que ce que nous venons de signer à l'instant est un exemple très fort de ce quatrième pilier, en lançant un partenariat franco-saoudien pour mettre en valeur le site exceptionnel de Madine al-Saleh dans le gouvernorat d'Aloula, qui est un haut lieu de la civilisation nabatéenne. Nous marquons une volonté d'avoir un partenariat qui est un partenariat archéologique, patrimonial, culturel, mais aussi touristique, économique, qui participe aussi d'un projet qui est le vôtre, qui est de montrer la profondeur de votre culture et son enracinement dans les civilisations les plus antiques, et la volonté qui est la nôtre de participer justement à cette entreprise. Une agence est créée ce jour, partenaire de la Commission royale saoudienne consacrée à ce projet. Elle sera dirigée par M. Gérard Mestralet et engagera ses actions sans délai. Sur l'ensemble de ces sujets, et je ne suis pas exhaustif, mais je compléterai en fonction de ce que vous souhaitez sur différents points, nous avons souhaité donc refonder sur ces 4 piliers la relation bilatérale. Parce que je crois très profondément que nous sommes à un moment de nos histoires et de la région qui est la vôtre qui le justifie. Alors j'entends tous les commentaires qu'il y a, et nous y reviendrons peut-être dans les questions, et les questionnements légitimes qui émanent de la société civile, des journalistes sur les droits de l'homme et les différents sujets sensibles concernant votre pays. Je regarde en même temps aussi ce qui se passe dans la région et les autres projets. Nous avons là un jeune dirigeant qui a des responsabilités éminentes et qui est en train d'aller vers les plus hautes fonctions dans un pays dont 70% de la population a moins de 30 ans. On peut avoir le choix qui est de rester sur nos positions classiques. On peut décider que les premiers gestes de modernisation de sa société sont cosmétiques. Si on fait ça, alors on laisse le prince Mohammed face à ceux qui, dans sa région, pensent le contraire et décident d'aller en arrière, de rester à un islam politique ou à des choix terroristes. Moi, je ne sais pas tout, je ne suis pas dirigeant de l'Arabie saoudite et je ne connais pas assez intimement sa société. Je sais une chose, c'est que s'il y a une chance que son projet réussisse, c'est la responsabilité de la France de l'accompagner. Et donc, de lui dire « Vous avez déjà beaucoup fait pour les femmes dans votre pays, il y a encore énormément à faire. » Il y a des sensibilités parce que nos pays ne sont pas
au même niveau, mais nous avons un dirigeant qui a passé plus de 5% de son temps de vie en France, dont la population, en large partie aujourd'hui, a étudié en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Asie, donc qui a vu d'autres choses. Et donc les ferments du changement sont là. Et donc, moi je répondrai à toutes les questions qui se posent. Je sais toutes les imperfections, je sais les désaccords que nous pouvons avoir sur certains sujets, et nous les avons évoqués avec beaucoup de franchise. Et la France continuera à parler avec beaucoup de partenaires de la région qui ne sont pas forcément les partenaires de l'Arabie Saoudite, parce que notre relation n'est pas exclusive, et parce que c'est la force de la diplomatie française. Mais je sais une chose, notre détermination pour lutter contre le terrorisme, notre volonté de stabilité dans la région, et notre ambition de modernisation de nos sociétés, notre volonté d'accompagner une vision séculaire de nos sociétés, et d'avoir un projet politique qui permette l'émancipation des personnes, il a une chance supplémentaire d'aboutir si nous travaillons ensemble. Et pour toutes ces raisons, je nourris beaucoup d'espoir pour le projet qui est le nôtre, et donc pour tout ce que nous allons faire dans les prochains mois, jusqu'à la visite, Votre Altesse Royale, que je vous rendrai en fin d'année dans votre pays, en vous remerciant d'avoir porté cette invitation au titre de votre père et en vous remerciant de ces 3 jours passés en France. شكرا فخامة الرئيس على الكلمات الحارة والمهمة جدا. بلا شك فخامتكم وانا نعتبر في السعوديه. Monsieur le Président, vous-même et moi-même, nous sommes des vieux en Arabie Saoudite, parce que 70% de la population saoudienne est plus jeune que nous. الشراكة السعودية فرنسية شراكة مهمة جدا ومهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه أوروبا ويمر فيه الشرق الأوسط والمتغيرات التي تحدث في العالم. المصالح السعودية الفرنسية مصالح متعددة وكثيرة جدا، مثل ما ذكر فخامة الرئيس في الجانب السياسي وأيضا الجانب العسكري والاستخباراتي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي. هناك بلا شك مشاريع كثيرة في العالم هدامة، وللأسف اليوم أن أغلب هذه المشاريع الهدامة موجودة في الشرق الأوسط وبجوارنا في المملكة العربية السعودية. هناك نظام إيراني نعرف جميعا أنه هدف أيديولوجي بحت، ليس هدفا خدمة مصالح إيران والمواطن الإيراني، بل هدف خدمة مصالح الأيديولوجية الإيرانية، والأدلة كثيرة من 30 سنة الماضية، وآخرها حصلوا على 150 مليار دولار لم يبنوا حتى شارع أو مجمع سكني أو مجمع صناعي في إيران، فهدفهم واضح فقط دفعوا فيها إرسال صواريخ للسعودية ودعم منظمات إرهابية في أفريقيا في العالم. أيضا عمل النظام الإيراني على دعم الإرهاب ليس فقط في حزب الله أو في الحوثيين أو هذه المنظمات. نجد اليوم الكثير من قيادات القاعدة متواجدة في إيران بما فيهم ابن أسامة بن لادن، ترعرع وتربى وكبر في إيران، والآن هو يحاول أن يكون القائد القادم لتنظيم القاعدة. فجميعنا نعرف هذه المخاطر وليس لدينا أي ضبابية على هذه المخاطر، ونحن نتواصل ونتفاهم كيف نتعامل معها ونتأكد أن العالم كله آمن وسليم، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في أي أماكن أخرى في العالم، من هذه الأفكار الهدامة، وكيف ندفع بالأفكار التي تخدم مصالح الوطن ومصالح المجتمع الدولي بشكل عام. والتنسيق السياسي والعمل السياسي مهم جدا بين بلدينا بحكم موقعها في العالم الإسلامي وفي العالم العربي وفي دول الخليج وأيضا موقع فرنسا في أوروبا. المملكة العربية السعودية ليست فقط دولة من أكبر 20 اقتصاد في العالم أو دولة لديها قوة عسكرية وقوة سياسية مهمة. المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة ودول الخليج التي تقع من ضمن 3 تحالفات، التحالف الإسلامي والعربي والخليجي، وموقع المملكة العربية السعودية في هذه التحالفات موقع استثنائي ليس موقع طبيعي وعادي. وهذه القوة وهذه العلاقات مع حلفائنا في الشرق الأوسط ومع فرنسا وحلفائها في أوروبا بلا شك سوف تكون مهمة جدا بمجابهة كل التحديات في الجانب السياسي. أيضا في جانب الدفاع هناك مبادرات كثيرة جدا نعمل عليها، أهمها في دول الساحل، وكنا نحذر مرارا في ال3 سنوات الماضية من خطر انتقال الإرهاب بشكل كبير جدا لدول الساحل، لأنه أغلب الدول في هذه المنطقة اقتصادياتها ضعيفة والأمن فيها ضعيف جدا، وإذا تمركز الإرهاب في موقع دول الساحل
مراحل سوف يكون انتشاره سهل جدا، سوف نواجه غابه كبيره جدا من الارهاب تؤثر على اوروبا وتؤثر على الشرق الاوسط. مبادره فخامه الرئيس الفرنسي باخذ هذا الموضوع بشكل جدي لقيت ترحيب واسع من المملكه العربيه السعوديه ودعم كامل في كل الاطياف وفي كل الاتجاهات. العلاقه الاقتصاديه علاقه مهمه جدا. اليوم هناك مشروع تغيير قوي جدا في فرنسا ومشروع تجديد قوي جدا في فرنسا. ايضا هناك مشروع مماثل في السعوديه. في السعوديه نعتقد ان لم نستغل الى اليوم الا فقط 10% من قدراتنا وامكانياتنا، وهناك 90% نريد ان نستغلها سواء في قطاع النفط او قطاع البتروكيماويات او المواد المستخرجه من النفط او في قطاع الغاز او في قطاع الطاقه او في قطاع المعادن او في قطاع النقل والتجاره او في قطاع الخصخصه او في المحتوى المحلي او في ميزان المدفوعات او في قطاع الاستثمار. هناك مبادرات ضخمه جدا وكل خططنا في المملكه العربيه السعوديه تتمحور حول القوه السعوديه ومكانه السعوديه وليس لتكرير اي نموذج اخر في العالم. وهنا تتقاطع مصالح كثيره بين السعوديه وفرنسا، سواء بفتح مجال الشركات الفرنسيه للاستثمار والعمل في المملكه العربيه السعوديه او الاستثمار في الرحله الفرنسيه المقدرات لدينا في المملكه العربيه السعوديه. وهناك فوائد كثيره مشتركه سوف تخلق وظائف في البلدين وسوف تخلق نمو اقتصادي في البلدين وتبادل تجاري ايجابي للغايه. التعاون الثقافي مهم جدا خاصه المملكه العربيه السعوديه. احنا هدفنا في المملكه العربيه السعوديه اليوم حسب رؤيه 2030 بان نكون نقطه محوريه بين القارات الثلاثه اسيا واوروبا وافريقيا. ولكي نكون نقطه محوريه بين القارات الثلاثه يحتاج ان نفهم ثقافات العالم واهمها الثقافه الفرنسيه. كمان فرنسا لها دور كبير جدا في حمايه الاثار وتطوير الاثار وتطوير المنتجعات والاماكن السياحيه المميزه في انحاء العالم. لذلك المملكه العربية السعودية سعت أن تكون فرنسا أحد أهم شركائها في مشروعها في محافظة العلا. هناك الكثير من التفاصيل التي تخدم البلدين وتخدم أوروبا وتخدم الشرق الأوسط وتخدم العالم. دورنا كقيادات في السعودية وفي فرنسا بأن نتأكد بأن هذه الفرص تحقق وهذه التحديات تجابه بكل قوة وبكل سرعة. شكرا. Nous allons maintenant prendre les questions. الأسئلة. سيادة الرئيس، لدي سؤال. هذا السؤال أعرف أنه هناك تطابق في وجهات النظر في الكثير من الملفات بين السعودية وفرنسا، خصوصا في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية وأيضا الوضع في سوريا وكذلك في اليمن وأيضا العلاقات المشتركة أو الصداقة. الأهم بالنسبة لي ذكرت بأنه في اختلاف بسيط في بعض الجزئيات، وهذا الموضوع الملف الإيراني وخصوصا الاتفاق النووي. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سبق أن صرح بأن هذا الاتفاق النووي أقوال إيران لا تقترب بأفعالها، وكذلك الأجندة الإيرانية والأدلجة والتأثير الذي يصاحب هذا العمل الإيراني. كذلك الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة ذكر بأنه بصدد الانسحاب من الاتفاق النووي. ما هو موقف فرنسا من الاتفاق النووي؟ هل ستنسحب أم ستسعى إلى تعديل هذا الاتفاق؟ أم ما هو الرؤية والتصور من أجل وقف هذا التمدد والهيمنة والسعي الإيراني لامتلاك سلاح نووي على حساب دول المنطقة بما يضر بمصالحها؟ Alors, sur ce sujet, la France, qui est signataire de cet accord du 14 juillet 2015, dont je le rappelle, les États-Unis d'Amérique ont plutôt pris l'initiative à l'origine, a pu constater tout au long du suivi que l'accord côté iranien est à ce stade respecté. J'ai d'ailleurs moi-même reçu le directeur général de l'AIEA, qui est en charge de la supervision. J'ai moi-même demandé, suite aux échanges que j'avais pu avoir avec le président Trump, que nous puissions renforcer les inspections qui étaient faites dans certains sites, en particulier universitaires. Et donc ce qui a été signé aujourd'hui est suivi. On ne peut pas dire que ce ne soit pas respecté. Cet accord, est-ce qu'il épuise tout le sujet iranien? Non. D'abord, cet accord n'apporte pas de réponse sur l'après-2025, ce qui est un point qu'il faut travailler si on veut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, mais jusqu'à 2025, il y a un monitoring, pardon de cet anglicisme, un suivi très précis qui est fait par l'AIEA et dont rien ne me permet aujourd'hui de dire qu'il n'est pas respecté. Mais il doit être complété pour l'après 2025, il doit être complété par un travail sur le balistique qui n'existe pas aujourd'hui, et l'Arabie saoudite le sait bien. Et donc je souhaite qu'on ait un dispositif
nouveau et qu'on soit prêt à mettre des sanctions si l'activité balistique se poursuit dans la région avec cette intensité. Et il doit y avoir une stratégie commune pour encadrer l'expansionnisme iranien, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse du Yémen, qu'il s'agisse de la Syrie, et on le sait aussi, des déstabilisations qui peuvent parfois exister sur le Liban. Donc c'est un débat que nous devons avoir et c'est un travail que je souhaite mener. Est-ce que, pour rendre ce travail efficace, il faut mettre fin au JCPOA? À mes yeux, non. Parce que quelle est, sur la partie nucléaire, l'alternative que nous aurions? Nous avons des bons contre-exemples, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, on a rompu toutes les négociations, on n'a pas eu de dispositif de suivi. C'est un pays qui a été encore plus frappé par les sanctions et les embargos internationaux et qui a quand même réussi à progresser pour aller jusqu'au tir que nous avons connu récemment. Donc, si nous cessons le JCPOA et si nous sortons de ce cadre, sur la partie nucléaire, rien ne nous garantit que l'Iran ne pourrait pas continuer à faire ce travail. Je souscris à ce qui a été dit par le prince Mohammed tout à l'heure, mais vous avez d'ailleurs vu que le régime iranien lui-même s'est mis en difficulté en ne donnant pas à sa population la part de ce qui lui revenait dans ces accords. Et donc moi je crois, et vous avez vu comme moi, l'opposition qui s'est exprimée, les révoltes qui se sont tenues durant ces derniers mois. Donc je crois pour ma part que la force de grands États qui veulent défendre le droit international, c'est quand ils signent des accords qui ne peuvent pas être ceux qui ne les respectent pas. C'est le b.a.-ba de la vie du droit international, mais on ne peut pas être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, signer au titre de son pays un accord, dire « je respecte le droit international » et une des bases du droit international, c'est ce dogme que les traités sont faits pour être respectés, et de dire « moi je les déchire quand ça m'arrange ». Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que vous ne pouvez pas recréer un ordre international quand vous faites ça. Donc je pense que, à cet égard, les déclarations américaines ne vont pas dans le bon sens, mais ça ne veut pas dire que je considère que le statu quo soit satisfaisant sur l'Iran. Donc voilà, ma réponse très claire, c'est de dire, il y a un processus américain qui est en cours, qui ne dépend pas que du président, qui est aussi un sujet entre le président et le Congrès, qui prendra plusieurs mois. 2, je l'ai déjà dit, pour ma part, je ne souscris pas en tant que signataire à cette décision, quoique étant très exigeant sur son suivi. Et je souhaite qu'on complète le JCPOA d'un accord sur le post-2025, le balistique et l'activité régionale. Georges Malbruno, je ne sais pas si vous m'entendez. Georges Malbruno du Figaro. J'ai une question pour chacun de vous qui est liée à l'actualité. Tout d'abord au président français. Dans quelques heures, il y aura une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Est-ce que la France pourrait s'engager militairement en dehors du Conseil de sécurité de l'ONU sur une action militaire? Quel serait le but de cette opération militaire? Et est-ce que les alliés du régime iranien et russe pourraient être des cibles de cette opération? Et une question pour Votre Altesse. Est-ce que vous avez déclaré récemment que Bachar el-Assad allait probablement rester au pouvoir, mais que votre souci premier, c'était l'influence iranienne en Syrie? Est-ce que l'Arabie saoudite pourrait s'associer à des frappes militaires américaines et françaises contre la Syrie? Notre objectif premier en Syrie, c'est la lutte contre Daesh et les groupes terroristes, qui, je le rappelle, depuis la Syrie, ont attaqué la France, en particulier depuis Raqqa, si je reprends le Bataclan. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans ce contexte, le régime syrien n'est pas l'ennemi de la France. Il est l'ennemi du peuple syrien. Et ce que nous avons vu ces derniers jours l'a encore montré. Et donc la France ne sort pas de cette grammaire. Et notre intervention dans le cadre de la coalition internationale consiste bien à lutter contre Daesh. Néanmoins, je l'ai dit, nous avons des lignes rouges. Et les lignes rouges concernent les actions qui ont été conduites par le régime à l'égard de ses propres populations civiles et des rebelles. C'est de permettre un accès humanitaire et c'est de s'assurer que l'arme chimique n'est pas utilisée. Nous avons obtenu des informations qui d'ailleurs ont été pour une large partie d'entre elles en sources dites ouvertes et donc dont la presse, les organisations non gouvernementales se sont fait l'écho qui ont montré qu'il y avait bien eu l'utilisation d'armes chimiques et que, de manière évidente, attribution pouvait en être faite au régime. Dans ce contexte, la France mène
3 actions. La première est diplomatique au Conseil de sécurité. Ce qui s'est passé, en particulier en fin de semaine dernière, est en infraction évidente avec la résolution 2401 des Nations Unies, qui a été votée par le Conseil de sécurité et en particulier votée par les Russes. Il est donc, à nos yeux, préoccupant qu'un membre permanent du Conseil de sécurité ait pu procéder à des opérations aériennes en contravention complète avec une résolution des Nations Unies qu'il a votée. Et cela, nous devons continuer à avoir le débat, le condamner et avancer sur le plan diplomatique. Mais c'est grave parce que c'est une infraction aux règles des Nations Unies et au droit international. Dans ce cadre-là, la France continuera une action diplomatique qui vise à renforcer le contrôle contre l'utilisation des armes chimiques, comme nous l'avons fait depuis plusieurs mois, en particulier en lien avec les États-Unis. Nous avons pris l'initiative et nous aurons une réunion prochaine, comme je l'avais annoncé, suite à l'affaire Skripal, sur la lutte contre le chimique. Mais nous souhaitons, et nous sommes en train de prendre les initiatives avec les Américains pour le faire, que le dispositif dit JIM de l'EIAC soit réactivé, qui permet l'attribution des attaques chimiques à une puissance. Il est désactivé depuis la fin de l'année dernière, principalement sous pression russe. La deuxième action que nous allons continuer à mener, et qui est décisive, qui est quasiment la plus importante à court terme, c'est l'action humanitaire en soutien avec les ONG. Je souhaite que nous puissions, en lien avec les Nations Unies, assurer, à la fois la Routa et Idlib, les évacuations humanitaires de personnes civiles ainsi identifiées et les accès humanitaires de médicaments et de soins dans les zones ainsi identifiées. Ce travail humanitaire, il est essentiel. À court terme, c'est même le plus important si nous voulons sauver des populations civiles et ne pas revoir les images que nous avons vues. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je souhaite qu'avec nos partenaires, nous poursuivions cela. Et je veux ici rendre hommage au travail courageux qui est mené par l'ensemble des organisations non gouvernementales en la matière. Et donc nous devons appuyer leur travail, lui donner un cadre pour qu'elles puissent intervenir. Nous avons réussi, dans le cadre de l'application de la résolution 2401, à améliorer les choses, mais de manière extrêmement marginale dans la Routa. C'est insuffisant, nous devons aller plus loin, et la France continuera à prendre des initiatives en la matière. Enfin, le troisième élément, c'est les lignes rouges définies par la France. Ces lignes rouges sont d'ailleurs partagées par d'autres puissances. Ça n'a rien à voir avec les discussions qui se tiennent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britanniques et américains. Et dans les prochains jours, nous annoncerons notre décision. En aucun cas, les décisions que nous prendrions n'auraient vocation à toucher des alliés du régime ou à s'attaquer à qui que ce soit, mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime, si la décision était prise. Pas d'opération militaire en cas de refus russe de voter la résolution. Ça n'a jamais été la position de la France et ça ne le sera jamais. Il y a un axe diplomatique qui est celui que j'ai rappelé, il y a nos priorités stratégiques, il y a ce travail humanitaire, et après, il y a le régime de Bachar el-Assad et des capacités chimiques. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous ne souhaitons aucune escalade dans la région, mais nous souhaitons simplement que le droit international, et en particulier le droit international humanitaire, soit respecté. Vous avez dit réponse forte et commune avec Donald Trump l'autre jour. C'est ce que je viens de vous redire pour le troisième volet. Réponse forte et commune au moment où la décision sera prise. كان سؤالكم على مشاركة السعودية في عمليات ضد النظام في سوريا بلا شك إذا كان الأمر يستدعي مشاركة حلفائنا في عمليات ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك. Si notre alliance avec nos partenaires l'exige, eh bien nous répondrons présent. فاطمة العوفي من صحيفة مكة. سؤالي الأول موجه لسمو ولي العهد. تعتبر دولة فرنسا من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. ما هي ترتيبات المملكة للاستفادة من تجربة فرنسا؟ Et ma deuxième question pour le président, Monsieur le Président, comment voyez-vous le rapprochement culturel entre l'Arabie Saoudite et la France et la façon dont vous prendrez pour le développer? Merci.
Pardon, la première question concernant les énergies renouvelables et la coopération avec la France qui est un pilote dans ce domaine. Donc nous sommes en discussion aujourd'hui avec un certain nombre de sociétés françaises pour travailler ensemble dans le réseau électrique en Arabie Saoudite pour ajouter 200 gigawatts au réseau. Et nous pensons qu'il y a de très fortes possibilités de coopérer avec des sociétés françaises. Il y a un mémorandum d'accord qui a été signé à ce sujet et il sera définitif avant même la visite du président si les discussions aboutissent. Sur les sujets culturels, comme je l'ai dit, la France a une expertise, non seulement de grands musées, mais aussi des conservateurs, des archéologues et des universitaires de grand renom sur l'ensemble des sujets culturels et en particulier patrimoniaux. Et dans le cadre de la vision portée par Son Altesse Royale, il y a cette volonté de mettre en lumière justement un patrimoine qui ne l'était pas jusqu'alors. Et je crois que la France a toute sa place dans celui-ci. C'est d'ailleurs le cadre même du partenariat qui a été signé aujourd'hui. Et notre volonté, c'est de poursuivre le travail que d'ailleurs nous avons poursuivi avec beaucoup de pays de la région, qui est d'apporter notre expertise, de permettre aussi à nos archéologues, nos chercheurs, nos conservateurs, de nouer des partenariats avec l'Arabie Saoudite, de poursuivre ce développement et également d'accompagner ce travail patrimonial et culturel dans les débouchés économiques et les grandes transformations qu'il permet de réaliser. Donc c'est pour moi quelque chose qui est tout sauf anecdotique. C'est une part de notre vision de la relation bilatérale, parce que je pense qu'une relation, elle se construit toujours sur une vision commune de notre histoire et une capacité à comprendre nos histoires réciproques et à mieux comprendre les racines de nos civilisations. Mais c'est aussi le fruit, pour moi, et une opportunité d'un travail qui sera académique, scientifique et économique. تأكيد لكلام فخامة الرئيس مثل ما نظرنا إلى محافظة العلا الآثار التي اكتشفت هناك لا تتجاوز 5% من الآثار الموجودة في محافظة العلا فهناك 95% جاري البحث عنها والاكتشاف والتنقيب عنها ونحتاج أفضل خبرات في العالم للقيام بذلك بشكل جيد لا يضر بالآثار وبالتاريخ المنطقة. Nous allons prendre une dernière question. Béatrice Adja-Gertel, Votre Altesse, deux questions. Une sur l'Iran. J'aimerais comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire le président quand il dit que si l'accord nucléaire est dénoncé, on risque d'avoir une nouvelle Corée du Nord, c'est-à-dire on risque d'avoir une Iran qui se dote au plus vite de la bombe nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce point de vue? Deuxième question sur le Yémen. Les ONG vous accusent de commettre des crimes de guerre au Yémen. Quelle est votre réponse? Et Monsieur le Président, est-ce que la France sait si oui ou non les armes qu'elle vend à l'Arabie Saoudite sont utilisées pour commettre de présumés crimes de guerre? Je vous remercie. Je me poserai, si je peux me permettre, une petite question anecdotique vu la gravité des sujets, mais vous faites beaucoup pour faire progresser le droit des femmes dans votre pays. Est-ce que, par exemple, la prochaine fois, quand vous reviendrez en France, vous seriez accompagné de votre épouse? Mohamed VI, quand il s'est marié, avait présenté son épouse officiellement. Est-ce que ça sera votre cas? Ou alors, est-ce que ce n'est pas le moment? Merci beaucoup. في الواقع لدي زوجة وأربع أبناء وهم حريصين جدا بأنه حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم وأنا أريد الحافظ أن أبنائي يعيشون بحياة طبيعية جدا بعيدة عن الأضواء وبعيدة عن الضغط السياسي والاهتمام أكثر من اللازم. أريدهم يعيشون بشكل طبيعي جدا وأيضا زوجتي تريد هذا الشيء وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي. فهذا هو السبب بالنسبة لي الرئيسي. بخصوص اليمن وجرائم الحرب أولا أي عمليات تحدث في العالم في كل التاريخ من قبل المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو السعودية أو غيرها من العمليات بلا شك تحدث هناك أخطاء والأخطاء دائما تحدث. السؤال المهم هل هذا الشيء كان متعمد أم لا؟ هل هذا الشيء كان مخطط له أم لا؟ هل هذا الشيء كان بقصد أم بغير قصد؟ هنا تكمن جريمة الحرب. لكن دائما نعمل مع أصدقائنا في فرنسا والمتحدة الأمريكية وبريطانيا لمساعدتنا في
تطوير آليات التخطيط وآليات الاشتباك لكي نضمن عدم وقوع أي ضحايا مدنيين بأي شكل من الأشكال. أعطيك مثال على ذلك. القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجديحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة بدنية، لكن سوف ينهى الصراع في أسبوع واحد. لكن إذا قمنا بذلك هنا يكمن الخطر بالتضحية بالكثير من الأبرياء في هذا الجانب. لذلك القوات لا تقوم بهذا التصرف، وهي حريصة جدا ليس فقط على حماية البشر الأبرياء في اليمن بل أيضا على حماية الآثار، ونقوم ببرامج كثيرة مع اليونسكو ومع أيضا الحكومة الفرنسية لتطوير وحماية الآثار في اليمن. فالمسألة أبعد من ذلك، والمملكة العربية السعودية أكبر داعم للمساعدات في اليمن سواء في 30 سنة الماضية أو في الثلاث سنوات الماضية، وسوف نستمر في هذا الاتجاه. بخصوص إيران مثل ما ذكر فخامة الرئيس احنا نتفق على كثير من النقاط، وأتفق مع طرح فخامة الرئيس، لكن لدينا فقط مشكلة واحدة. ماذا لو في عام 2025 أصبح بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة؟ فلا أعتقد أنه في هذاك الوقت إيران سوف تحترم ماذا سوف يحدث، وسوف تنشئ قنبلة نووية في أيام معدودة وتضع العالم في أمر واقع. لذلك احنا لا نتفق أن نصل إلى يوم من الأيام إيران بينها وبين قنبلة نووية أيام معدودة. اليوم إيران لو أرادت أن تحول برنامجها وتنشئ قنبلة نووية سوف يستغرق من سنة إلى سنتين، ونستطيع أن نقوم بالأشياء الكثيرة في هذه السنة أو سنتين في حال إيران اتجهت إلى إنشاء قنبلة نووية. لكن بعد انتهاء الاتفاق في 2025 سوف يكون هناك فقط أيام لكي إيران تستطيع أن تنشئ قنبلة نووية، وهذا أمر خطير جدا يكبلنا في خياراتنا، وسوف نواجه وقتها إيران بسلاح نووي سيكون وضع خطير جدا في الشرق الأوسط. أرجو أن لا يزعلني فخامة، وأرجو أن يحسن ظني فيما سوف أقوله. لا نريد أن نكرر اتفاق حدث في عام 38 وكان نتيجة الالتزام فيه حرب عالمية ثانية. Sur ce sujet, comme vous l'avez compris, la crainte et l'objectif est le même, c'est d'empêcher que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et la France ne souhaite que personne ne se mette en situation de découvrir quelques jours plus tôt. Le JCPOA nous permet normalement un contrôle plus étroit, et donc le cœur du travail qui est à faire, je le dis pour nous tous, n'est sans doute pas de savoir si la priorité est de supprimer un accord qui est déjà mieux que l'absence de tout, mais peut-être utiliser le temps utile dès maintenant pour faire encore mieux et encadrer l'après. Et vous voyez bien que l'objectif reste le même, mais moi je n'ai pas la solution aujourd'hui d'une situation de type nord-coréenne. Et c'est pour ça que je souhaite très profondément que tous ensemble, nous puissions travailler activement dans les semaines et les mois qui viennent avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis d'Amérique, avec en particulier tous les signataires JCPOA et l'Iran, pour que toutes les garanties soient données. Mais je ne soutiendrai pas une optique où nous cédons les garanties obtenues contre aucune visibilité, même si je partage totalement la finalité et les craintes. Pour ce qui est du Yémen, la France a conclu des accords de fourniture d'armement avec l'Arabie Saoudite, comme avec les Émirats Arabes Unis, dans les années 90 et 2000, ce qui n'est absolument pas un secret, ni une surprise, contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit. C'était connu, su, mais ça appartenait à un tout autre contexte géopolitique. Ces armements dont on a beaucoup parlé ces derniers jours ont été fournis par la France, plutôt dans la période de la guerre du Golfe et résolument avant le début du conflit au Yémen. Depuis le déclenchement du conflit au Yémen, la France a adopté un processus de conclusion de contrats d'armement très spécifique, avec une commission qui existe par ailleurs, mais qui a renforcé ses règles d'attribution, et ce qui fait concrètement que toute vente de matériel militaire est soumise à une analyse au cas par cas et sur la base de critères renforcés qui tiennent compte du respect du droit international humanitaire et des risques de dommages sur les populations civiles. Et c'est cette commission qui est en charge de cela et qui observe ces critères au cas par cas. Pour l'avenir,
Ce que je souhaite justement faire, c'est clarifier cette situation. J'ai entendu ce qu'a dit à l'instant Son Altesse Royale. C'est pourquoi nous sommes convenus d'organiser cette conférence humanitaire qui a pour but de prendre des initiatives nouvelles et de bien clarifier le cadre d'emploi et d'intervention dans lequel nous pouvons collectivement agir. D'abord dans le cadre duquel il y a des actions militaires qui se tiennent, comment on préserve les populations civiles, comment on assure l'évacuation et comment on se met en situation de pleinement respecter le droit international humanitaire au Yémen. C'est pourquoi nous allons à pied d'œuvre préparer cette conférence qui se tiendra à Paris dans les tout prochains mois. Je vous remercie. J'ai oublié de dire que le jour où Son Altesse Royale et son épouse décident autrement, ils seront bien évidemment les bienvenus à Paris. Merci, messieurs, dames.